Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette deuxième édition du Sommet de l'éducation, Osez vos projets à tout âge, talents uniques, intelligence collective. Aujourd'hui, je reçois Virginie Chastel, qui a été enseignante pendant plus de 16 ans. En 2017, après avoir vécu un burn-out et perdu son beau-frère d'un cancer foudroyant, elle décide de se former notamment à la théorie polyvagale et développe l'écologie relationnelle dont elle a proposé le premier congrès en avril 2021. Elle va nous donner aujourd'hui des clés pour comprendre comment passer par le corps pour atteindre cet état de confiance et de sécurité intérieure indispensable pour des relations fluides et des projets réussis. Bonne écoute. Bonjour Virginie, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette édition du Sommet de l'éducation. Merci beaucoup pour ton invitation, Emeline. Ravie d'être ici avec toi. Alors pour commencer, puisque cette conférence va traiter de l'écologie relationnelle, est-ce que tu peux nous définir un petit peu ce que c'est selon toi ? Voilà, selon moi, parce que c'est vraiment pas quelque chose que vous allez trouver dans le dictionnaire, hein, puis chacun pourra, je suis pas la seule à utiliser ce terme-là aussi, mais en tout cas pour moi, ce que c'est vraiment ce que j'appelle un art de vivre en fait, mais en même temps un outil, parce qu'on va pouvoir utiliser plusieurs outils différents qui vont nous correspondre suivant les personnes. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une vie où on harmonise nos relations avec les autres, avec nous-mêmes et avec le monde. Donc pour moi, c'est vraiment dans ces trois angles-là, avec nous-mêmes, avec les autres, avec le monde. Et l'idée, c'est d'arriver à une vie plutôt sereine et harmonieuse. Et donc, on va aller chercher des outils différents pour faire ça. D'accord. Oui, c'est un beau programme. Oui. Alors, de toute une vie. Oui, c'est sûr. Toi, si je me souviens bien, je me souviens que tu t'étais présentée en disant qu'en fait, tu avais été enseignante jusqu'à peu, en fait, dans une autre vie, mais récente. Et du coup, est-ce que tu peux, en fait, nous expliquer un petit peu ton parcours qui a fait que tu t'es intéressée à cette question et puis que tu t'es formée, notamment à la théorie polyvagale, etc. Oui, comme tu le dis, donc j'étais enseignante et je viens juste de quitter le monde de l'éducation nationale puisque j'ai eu une rupture conventionnelle le 31 août 2021, donc ça fait même pas, ça fait quelques mois en fait, au moment où on enregistre pour ce sommet. Donc moi j'ai un parcours avec 16 ans dans l'éducation nationale. J'ai commencé en tant que directrice d'école, puis j'ai arrêté la direction d'école, puis j'ai pris une disponibilité. Je suis partie 2 ans bosser dans le monde de l'immobilier, puis je suis revenue, j'ai bossé en enseignement spécialisé, puis après, je suis partie. Et pourquoi tout ça ? Bon, déjà, à la base, je savais que je ne ferais pas ce métier toute ma vie parce que je ne me voyais pas à 60 ans devant des petits. Moi, j'ai beaucoup enseigné en école maternelle. Mais surtout, ce qui a précipité mon départ et ce qui a précipité le fait qu'aujourd'hui, je parle d'écologie relationnelle et que, comme toi, j'organise des sommets en ligne, c'est des problèmes relationnels, en fait. Des problèmes relationnels que j'ai vécus, que ce soit dans ma famille, que ce soit aussi dans mon couple, avec les enfants, enfin mes enfants, enfin mon fils, que ce soit avec des collègues, alors avec à peu près tout le monde, sauf mes amis, mais je pouvais vivre des problèmes relationnels et dans les écoles dans lesquelles j'étais, je revivais aussi des mêmes schémas, des choses qui revenaient sans cesse. Et pour moi, c'était pas de ma faute, quoi. Jusqu'au moment où je me suis dit, et mon conjoint aussi m'a dit, à un moment donné, il dit, c'est quand même bizarre, parce qu'en fait, à chaque fois, où que tu ailles, il y a un problème, il y a un problème relationnel. Et là, je me suis rendu compte que le point commun, quand même, entre tout ça, c'était moi. Alors l'idée, c'était pas de s'auto-flageller et de se dire, je suis coupable, mais c'était de se dire, si je prends ma part de responsabilité, ça veut dire aussi que je vais reprendre du pouvoir sur ma vie. Et si je vais comprendre comment moi je fonctionne, je vais peut-être pouvoir améliorer mes relations. Et donc, je me suis plongée aussi dans le développement personnel. J'ai fait un parcours avec des thérapeutes, des coachs, tout ça pour comprendre en fait quelle était ma part de responsabilité, mais du coup remettre du sens dans ces relations. Et là, je me suis rendu compte que avoir de bonnes relations, finalement, ça s'apprenait. Moi qui suis enseignante quand même à la base, je me dis, ouais, il y a des choses comme ça. Il y a des gens qui vont avoir naturellement de bonnes relations et puis il y a des gens qui vont devoir apprendre. Et donc moi, j'ai fait partie des gens qui pourtant, je suis quelqu'un de très sociable, qui communique facilement et qui se fait très vite des amis, mais qui quand même vivait par ailleurs des problèmes relationnels, mais qui m'ont amené jusqu'à friser le burn-out, jusqu'à être moi-même harcelée, mais être aussi d'un autre côté accusée de harcèlement. Enfin bon, donc il y a eu je suis arrivée à un point de rupture en 2016 où là j'ai frisé le burn-out et où j'ai dû pour sauver ma peau, vraiment quitter l'école dans laquelle j'étais. Et cette même année, j'ai perdu d'un cancer foudroyant mon beau-frère.
Patrick, qui a 53 ans, en 3 mois, est parti, nous a quittés d'un cancer foudroyant. Et là, ça a été un choc pour moi de me dire, en fait, on peut quitter ce monde. Ça peut arriver quasiment du jour au lendemain. Et là, je me suis dit, OK, donc là, maintenant, on va se ressaisir, quoi. On va aller approfondir plus ça, comment aussi, parce que lui aussi, il y avait dans nos familles, que ce soit la famille de mon conjoint ou la mienne, des soucis relationnels. Je dis, on ne peut pas laisser des relations nous détruire, on ne peut pas laisser un boulot nous détruire, et on ne peut pas ne pas aller réaliser ses rêves. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai mis mon énergie, après une phase de deuil aussi, puis une phase d'échappatoire dans le monde de l'immobilier, où après, je suis revenue dans l'éducation nationale. Et là, je me suis formée au coaching, je me suis formée à la théorie polyvagale, on va en parler, à l'approche que Ludovic Leroux, mon formateur, appelle l'approche pleine confiance. Et puis, j'ai développé ce que moi, j'appelle l'écologie relationnelle. Voilà pourquoi je suis arrivée à ça. Donc, un parcours avant de vie qui explique. Je serais intéressée de savoir ce que tu appelles des mauvaises relations, en fait. Parce que j'imagine qu'on peut tous mettre quelque chose d'assez différent là-dessous. Et puis, quelque part, comme tu disais, il y a peut-être des personnes qui, naturellement, ont une façon d'entrer en relation qui est relativement fluide, etc. Mais finalement, ça reste compliqué pour tout le monde, les relations humaines. Et toi, qu'est-ce que tu appelles avoir des mauvaises relations? Quand on se sent critiqué, quand on se sent jalousé, je dis bien quand on se sent, parce que c'est pas forcément la réalité des choses, mais quand on sent qu'une relation avec quelqu'un, tu sais, ces relations, des fois, on se dit, ah là là, faut à chaque fois que je fasse attention à ce que je vais dire pour que l'autre ne le prenne pas mal, ou pour que l'autre, tu vois, quand on n'est pas dans quelque chose de fluide, quand on peut pas être authentique pleinement, mais qu'on est tout le temps en train de faire attention à ce qu'on va dire ou faire attention. Enfin, moi, dans le monde de l'éducation, par exemple, je peux en parler maintenant parce que je suis plus fonctionnaire, mais jusqu'au 31 août, j'avais un devoir de réserve, donc je n'allais jamais dans ces explications-là quand on me posait des questions. Mais quand tu essaies d'innover dans ta classe, moi j'ai beaucoup enseigné, donc je disais en maternelle avec des pédagogies d'inspiration Montessori, mais que ta directrice d'école qui a le CP, qui elle fait du traditionnel, parce que, et on pourra en parler aussi du fait qu'on est dans une insécurité des fois, va te casser du sucre sur le dos, va te critiquer par derrière, va te dénoncer à l'inspecteur, va faire en sorte que tu aies un conseiller pédagogique dans ta classe qui va venir contrôler ce que tu fais, et qu'en même temps, il y a des discours sur toi au niveau des mairies, puis tu finis par être accusé, parce que ça a été mon cas, d'harceler une ATSEM. On peut appeler ça comme étant une relation pas très épanouissante avec sa collègue directrice d'école, tu vois. Donc, il y a des choses comme ça. Mais moi, ce qui s'est passé à ce moment-là, quand, par exemple, j'ai été accusée, j'ai reçu un courrier, une copie du maire qui écrit à l'inspecteur en disant « Le comportement de Madame Chastel relève pour nous du harcèlement moral », et que là, moi, je m'effondre parce que je ne comprends pas ce qui se passe, mais que au lieu d'être sereine, et on en parlera de l'état de sécurité ou l'état d'inquiétude, au lieu d'être sereine et de me dire, je sais ce que j'ai fait, je sais ce que je n'ai pas fait, il n'y a aucun souci, c'est qu'une lettre, ça ne veut rien dire et je continue ma route, parce qu'en plus j'avais le soutien de tous les parents, et bien à ce moment-là, je me mets en position de victime inconsciemment et je me défends. Et plus je me défends, plus je m'enfonce dans ce triangle sauveur, victime, bourreux, et plus je m'enfonce, quoi. Et ça m'amène quasiment au burn-out. Mais si à ce moment-là, je suis sereine, je suis sécure, et que je dis peu importe ce qu'ils pensent de moi, moi je sais ce que j'ai fait, et que je laisse couler le truc, honnêtement, il ne se passe rien derrière. Parce qu'ils n'ont rien contre moi à ce moment-là. Sauf que moi, je veux me défendre, donc je rentre dans une relation toxique. Et donc, je ne dis pas que c'est la personne en face qui est toxique, hein, c'est que je me laisse entraîner dans une relation toxique. Je pense que c'est vraiment important de faire la différence entre la personne en face et la relation. Et ça, par exemple, c'est des relations qui, pour moi, ont été très destructrices. Mais à un moment donné, il faut en sortir. Et des fois, on ne sait pas comment en sortir. Ok. Oui, c'est vrai que quand on voit qu'on est dans ce triangle de Karpman, victime, bourreau, persécuteur, persécuteur, sauveur, on voit qu'il y a un petit indice que oui, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que si la relation est saine, on est complètement en dehors de ça. Ouais, c'est un bon indice. C'est ça. Ouais. Et l'idée, c'est de sortir du jeu, en fait. L'idée, c'est de sortir du jeu. Oui. Parce qu'il n'y a pas de bourreau sans victime. Et pourquoi ce truc a fonctionné et que ça m'a amené j'ai frisé le burn-out, c'est parce que j'ai pris ma position de victime. Alors qu'on m'accusait d'être bourreau, en fait.
Donc, si au départ, je sors du jeu, c'est-à-dire que je ne donne pas d'importance à cette accusation, je ne rentre pas dans le jeu et le jeu n'existe pas. C'est parce que je suis... Mais je n'avais pas cette conscience-là. Et généralement, quand on est dedans, on n'a pas cette conscience-là. Mais c'est tout le travail qu'il y a à faire, d'avoir conscience de ces relations pour sortir du jeu. Mais ça nécessite des fois d'être aidé, d'être accompagné pour qu'on nous donne un éclairage sur aussi nos propres comportements. Donc, c'est tout le travail que j'ai fait aussi. Oui, c'est sûr. Puis on voit que c'est au-delà de la communication, c'est probablement effectivement dans la posture intérieure et donc dans ce que tu disais, dans cette confiance et cet état de sécurité. Donc, est-ce que ça peut nous amener à parler de la théorie vagale, de polyvagale que j'ai découverte avec toi et puis qui m'a vraiment retourné le cerveau quand même, pour être honnête. Oui, mais oui, parce que tu sais, par exemple, là, tu viens juste d'évoquer la communication. Moi, souvent, on me pose la question quand j'explique la théorie polyvagale et voilà, je devance peut-être une question, mais on me dit, mais alors, la communication non violente, vous en faites pas, ça sert à rien. Bah, je dis, si, ça sert, mais si on est dans le bon état au départ, et je vais en parler. Parce que moi, par exemple, on a eu une formation au sein de l'école quand il s'est passé tout ça. On a eu un conseiller pédagogique qui est venu et qui nous a fait une formation sur la communication non violente pour résoudre les problèmes qu'on avait au sein de l'équipe. Sauf que ma directrice, qui donc était à l'origine des accusations, disait au conseiller pédagogique « Ah, mais moi, la communication non violente, ça fait plusieurs fois que je fais la formation, j'y arrive toujours pas. Hein. » Mais oui, mais parce que si on n'est pas dans un état sécure, on ne peut pas communiquer non violemment. Donc, on ne peut pas faire de communication non violente si avant, on n'est pas dans un état corporel sécuré. Donc, je vais en parler de qu'est-ce que je veux dire par cet état corporel sécure. Donc, oui, je suis complètement à fond sur la communication non violente, mais il y a un préalable avant. La théorie polyvagale, pour essayer de faire court en essayant de ne pas partir trop dans les détails pour pas perdre les gens, parce que ça peut vite aller dans des détails, c'est vraiment sortir de la réaction. Tu sais, quand on réagit, des fois, on va nous dire quelque chose et puis on va réagir. Ça peut être réagir impulsivement ou tu sais, des fois, on va réagir puis on va dire « Ah, c'était plus fort que moi » ou « Je suis sortie de mes gonds ». Tu vois, c'est ce qu'on appelle la réaction. Eh bien, c'est sortir de la réaction, donc sortir de cet état de réaction pour aller vers la relation avec l'autre et aller vers une réponse plutôt qu'une réaction. Et donc, ça va vraiment passer déjà, par la responsabilité. Et la responsabilité n'étant pas la culpabilité, quoi. Tu sais, quand je te disais qu'au départ, je me rendais compte que j'étais le point commun dans tous ces problèmes relationnels, c'était pas du dire que j'étais coupable, mais que j'étais responsable de ma façon de réagir. Et en anglais, si on dit responsibility, the ability to respond, excusez mon accent anglais, c'est notre capacité à répondre à. C'est ça notre responsabilité, ce n'est pas la culpabilité, c'est notre capacité qu'on a à répondre à quelque chose. Mais pour répondre correctement, entre guillemets, à une situation, eh bien, il faut être dans le bon état corporel. Donc là, je vais rentrer un tout petit peu dans le détail biologique. Moi, en plus, je suis aussi à l'origine prof de bio, donc ça m'a beaucoup parlé quand j'ai appris tout le fonctionnement du système nerveux autonome. Pour faire simple, notre corps va envoyer 80% des informations vers notre cerveau et notre cerveau, lui, va envoyer 20% d'informations vers notre corps. Donc, en fait, ce n'est pas notre cerveau qui dirige notre vie, c'est notre corps. Et si on n'a pas conscience de ça et qu'on ne sait pas utiliser notre corps, on se prive de 80% de notre potentiel. Et si on laisse notre corps être trop autonome et réagir en fonction du passé, en fonction des traumatismes du passé, en fonction de notre histoire, et qu'on ne comprend pas ce qui se passe, du coup, on a un mental qui ne comprend pas ce que fait notre corps et on est dans de la réaction. Donc, on a 3 états. On a l'état qu'on va appeler, alors c'est lié aux nerfs. Hein. Pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail des nerfs. On a l'état qu'on va appeler l'état ventral, qui est un état de sécurité, qui est un état de lien avec l'autre. Donc, c'est celui-là que j'appelle l'état sécure. Ensuite, on a un état qui va être l'état sympathique. Alors, ce n'est pas sympathique sympa, hein, c'est juste parce que c'est le nerf sympathique. Et on va avoir là le sympathique agressif ou le sympathique fuyant. Donc, c'est la fuite ou le combat. Et je vais donner des exemples après. Et le 3e état, c'est l'état dorsal. Là, alors, sympathique, c'est la menace, hein, combat ou fuite. Et le dorsal, c'est le danger de mort, c'est la sidération. Je vais prendre un exemple pour chacun. Si je prends le dorsal, alors c'est des comportements qu'on retrouve chez tous les mammifères. Donc, ça existe depuis que les mammifères existent. Sauf qu'au départ, le système nerveux autonome, il a vraiment ce rôle de nous maintenir en vie, de préserver la survie de l'espèce.
il n'a pas du tout de rôle social, de bien-être et de bonheur. Il faut préserver l'espèce. Et on a ça en nous, mais il faut le comprendre et après, il faut l'utiliser. Le dorsal, il va s'activer, par exemple, je vais prendre un exemple qui n'est pas très sympa, mais qui parlera à tout le monde, quelqu'un qui se fait agresser physiquement ou sexuellement, qui se met... Enfin, des fois, tu sais, on dit, oui, mais elle n'a rien dit, elle ne s'est pas défendue, elle n'a pas dit non. Ben, c'est juste parce que son mental a été déconnecté juste pour sauver sa peau et que son corps a réagi en sidération, la tétanie. C'est un état corporel qui fait que ça se passe aussi pour les burn-out. Tu sais, les gens qui, à un moment donné, ont le corps qui s'arrête. Moi, je connais des gens qui ont fait des burn-out, ils ont été du jour au lendemain paralysés dans leur lit, en fait. C'est-à-dire que le mental, il ne peut plus supporter. Donc, pour éviter que le cerveau explose, le corps se met en pause. C'est une protection, en fait. Là, c'est que notre corps nous protège de la mort. Et donc, en étant dans cette sidération, on sauve notre peau. Ça, c'est le premier état dorsal qu'on voit aussi beaucoup chez les animaux aussi. Enfin, les animaux en dehors des êtres humains. Le sympathique, donc fuite ou agressif, bah, c'est quand tu es menacé, pas encore sur le danger de mort où tu as besoin d'être en tétanie, soit tu vas fuir, soit tu vas combattre. L'un ou l'autre, au choix. Là, tu réponds à la menace. Mais ça peut être, tu es dans un embouteillage ou tu es sur la route, il y a quelqu'un qui te fait une queue de poisson. Et ah, mais c'est pas possible, cette espèce de chauffard. Tu vois, la réaction. Là, on est en sympathique agressif. On va combattre. On ne sait pas ce qu'on va combattre parce que l'autre, il est déjà parti, mais on va combattre. Ou alors, la fuite, ça peut être quelqu'un vient de te poser une question et puis bah, tu es un peu gêné par la question, tout ça, et tu vas fuir, tu vas parler d'un autre sujet. C'est de la fuite, quoi. C'est du sympathique fuyant. Ou la procrastination active. C'est du sympathique fuyant. On va faire quelque chose pour ne pas faire ce qu'on devrait faire. Tu vois ? Et l'état ventral, donc l'état de sécurité. Le problème qu'il y a, c'est qu'on pourrait se dire, ben, notre système nerveux autonome, il est super bien fait, il va nous sauver, quoi. Il va nous mettre en tétanie quand il a besoin, Mais le problème, c'est que des fois, en fait, ce système nerveux autonome, il va dysfonctionner dû à des traumatismes de l'enfance, par exemple. Alors, quand je dis traumatisme, c'est pas forcément un événement grave. Parce que le traumatisme n'est pas l'événement. Le traumatisme, c'est la façon dont on réagit à un événement. Tu peux avoir 2 enfants dans une famille qui vivent, je sais pas, qui vivent le décès de leur grand-père. Les 2 enfants ne vont pas forcément réagir de la même façon à ce décès. Il y en a un qui va peut-être être traumatisé parce qu'il avait une relation particulière au grand-père ou je ne sais quoi. Et puis l'autre, bon, ben voilà, il a perdu son grand-père, mais... Tu vois, donc le traumatisme, c'est vraiment pas l'événement. Le traumatisme, c'est comment on vit l'événement. Mais un traumatisme, ça peut être aussi, un jour, on avait 5 ans, nos parents nous ont oubliés à l'école, on est allé à la garderie, puis on a pleuré toutes les larmes de notre corps parce qu'on pensait que nos parents nous avaient abandonnés. Ça crée un traumatisme. Et ça va s'ancrer corporellement dans ce qu'on appelle les fascias. Les fascias, c'est un tissu conjonctif qu'il y a entre nos os, nos muscles. Voilà. Ça va s'ancrer corporellement. Et ça va amener à des perturbations du système nerveux autonome, qui fait qu'à l'état adulte, des fois, on va réagir, comment dire, non pas à quelque chose de réel, mais à quelque chose qui est ancré dans notre corps. Donc, la réaction va être disproportionnée par rapport à l'événement. Par exemple, ce n'est pas un exemple que j'ai vécu ni que quelqu'un de ma famille a vécu, mais c'est un exemple que Ludovic, mon formateur, utilisait. Quelqu'un qui, pendant son enfance, aurait été agressé par quelqu'un de la famille déguisé en clown. Parce qu'il y avait un spectacle clown à la maison, puis à un moment donné, cet enfant a été abusé par l'oncle voilà, qui était déguisé en clown. Plus tard, à l'âge adulte, la personne, elle peut, sans se rappeler, parce que tu sais, il y a aussi des amnésies traumatiques, la personne adulte peut avoir une phobie des clowns, mais elle ne comprend pas pourquoi. Et donc, à chaque fois qu'elle va voir un clown, le cœur, tu vois, soit le cœur va battre à la chamade, donc sympathique, fuyant ou agressif, ou alors soit ça va être, elle va avoir envie de disparaître, ça va être du dorsal. Et elle ne comprend pas pourquoi. Il y a plein de gens qui vivent des réactions à l'état adulte qu'ils ne comprennent pas, parce qu'il y a des choses ancrées dans le corps. Donc là, je prends vraiment des exemples un peu à l'extrême pour que les gens comprennent. Mais en fait, il y a plein de choses qui vont faire dans notre vie que notre système nerveux autonome, il va réagir de façon disproportionnée à des événements
comme si on avait l'alarme incendie qui s'enclenchait constamment, même s'il n'y a pas de fumée dans la maison. Donc, il y a des gens qui ont leur système nerveux autonome qui sont constamment en train de s'agiter, alors qu'en fait, il ne se passe rien de grave, quoi. Mais c'est un dysfonctionnement, en fait. Oui, c'est très clair. C'est très clair. Et pourquoi est-ce qu'il y a des personnes alors dont le système nerveux autonome est aussi stimulé? Enfin, ce sont les personnes qui sont plutôt en sympathique qui sont dans ces situations-là, ou c'est parce qu'elles ont accumulé beaucoup de traumas ou... Alors, il faut savoir que en fait, les traumatismes, on en a tous, mais quasiment peut-être tous eu, hein, à des degrés différents, mais on en a tous eu. Donc, il y a des choses qui se sont ancrées dans notre corps dont on n'a pas conscience. Et après, effectivement, on va avoir tous un état dominant, en fait. Il y a des gens qui vont avoir un état dominant de dorsal. Par exemple, les gens qui se considèrent comme étant timides. Je dis bien les gens qui se considèrent comme étant timides, parce qu'en fait, on n'est pas timide. On vit dans un état majoritaire d'inhibition, mais on n'est pas timide. Ce n'est pas nous, c'est l'état de notre système nerveux autonome qui fait qu'on se sent pas bien quand il y a du monde, qu'on aurait plutôt envie de disparaître, qu'on n'ose pas prendre la parole, qu'on a les mains moites dès qu'on doit parler en public. Voilà. Donc, il y a des gens qui vont avoir un état dorsal dominant, en sachant que, ce que je n'ai pas dit, et c'est important que je le dise, c'est qu'on est tout le temps dans un de ces trois états, en ventral, en sympathique ou en dorsal. On ne peut pas être dans autre chose qu'un de ces trois états. Et ça va changer toute la journée. On va changer peut-être des centaines de fois. Tu sais, par exemple, là, imaginons que tout d'un coup, il y ait quelqu'un qui rentre dans ton bureau. C'était pas prévu, quoi, tu vois. Et tout de suite, tu vas... Soit tu sais, tu vas avoir un petit moment de sidération, mince, ou soit tu peux avoir un moment d'énervement. Ah, mais tu sais, enfin, puis tout de suite, tu peux te ressaisir, ou quelqu'un, tu sais, qui claque une porte et tu sursautes. Donc, on va avoir toute la journée des états de sidération, des états, tout d'un coup, on va s'énerver ou on va essayer de fuir. Donc, toute la journée, ça va passer. Mais on peut avoir aussi, ces états-là, ils ne sont pas forcément négatifs, puisqu'on l'a vu, ils ont cette utilité de nous sauver la vie, hein. Si tu es en train de marcher le long d'une rue, puis tout d'un coup, tu entends, je sais pas, tu marches avec un enfant, ton enfant, tu lui tiens la main, un petit enfant, tu entends un camion qui est en train de déraper, instinctuellement, tu vas attraper ton enfant et tu vas sauter sur le côté, par exemple. Tu auras mis en action, enfin, ton corps aura mis en action le sympathique fuyant. Et c'est bien, c'est une bonne chose, parce que si tu étais resté en ventral à ce moment-là, en sécurité, peut-être que tu serais écrasé par le camion, tu vois. Donc, ce sont des bonnes choses, en fait. Et on peut mettre de la sécurité dans du dorsal ou de la sécurité dans du sympathique. Le seul problème, c'est quand la réaction n'est pas proportionnée à l'événement. Et là, c'est dû à un dysfonctionnement du système nerveux autonome qui, effectivement, a subi trop de traumatismes, souvent pendant l'enfance, quoi. Ouais. D'accord. Et on a tendance à dire en fait que ces trois états, enfin ces trois réactions de fuite, sidération et attaque, c'est commandé en quelque sorte par notre cerveau reptilien ou limbique, je sais jamais lequel des deux, peut-être les deux. Et du coup, est-ce que c'est lié? Est-ce que est-ce que ce système nerveux autonome, il est directement lié au cerveau reptilien ou est-ce que finalement c'est peut-être pas primordial? Non, tout est lié. Ce qui est important de se rendre compte, c'est que pendant longtemps, alors voilà, cette théorie, elle va un peu à l'encontre de certaines choses qu'on disait avant, tu sais, de beaucoup de coachs qui parlaient du mindset, transforme tes pensées, en transformant tes pensées, tu vas agir. Alors oui, en transformant tes pensées, tu vas agir sur tes actions, tes comportements, on est bien d'accord. Seulement, il n'y a que 5% des pensées qui sont conscientes. Donc, ça veut dire qu'on va agir que sur 5% des pensées. C'est déjà bien. Mais c'est un petit peu dommage de se passer de ce pouvoir du corps qui, comme je te le disais, envoie 80% d'informations dans ce sens-là, du corps vers le cerveau. Donc, au lieu d'essayer de changer vos pensées, donc, au lieu d'essayer de vous dire, oui, tu sais, la méthode Coué, oui, tout va bien se passer, tout va bien se passer, tout va bien se passer, c'est très bien. Mais sauf que là, on agit que sur 5%, il y a les 95% de pensées qui nous rabâchent qu'on ne va pas y arriver parce que ceci, parce que cela, tout ça. Si on travaille l'état corporel avant, et qu'on arrive à se mettre dans un état ventral de sécurité. On pourra en parler si tu veux de comment on fait pour se mettre dans cet état ventral. En se mettant dans cet état ventral, ça va passer donc par le système nerveux autonome et ça va monter au cerveau.
Mais les pensées qui sont en relation avec le système ventral ne peuvent pas être des pensées de peur, ne peuvent pas être des pensées d'agressivité, ne peuvent pas être des pensées de fuite. Ça ne peut être que des pensées de je suis en sécurité. Donc, en gros, quel que soit ce qui m'arrive, je vais trouver les ressources pour dépasser ça. Je suis en confiance. Pour ça que Ludo a appelé ça la pleine confiance. Parce qu'on va aller travailler cet état-là qui va directement nous amener des pensées de sécurité. Ça ne veut pas dire des pensées naïves ou des pensées je me voile la face, bien au contraire. C'est je suis lucide sur ce qui se passe, mais je suis prêt à répondre à tout ce qui peut se passer. Et ça a été vraiment démontré scientifiquement. C'est Monsieur Damasio, par exemple, qui l'a montré. Alors, j'ai plus son petit nom, qui a montré en fait que les émotions, il montre dans une émission, on écoute de la musique et on a une émotion, en fait, une émotion, voilà, on est ému et puis on a la chair de poule. Et moi, j'ai toujours pensé, et la majorité des gens aussi, que c'est parce que j'étais émue que j'avais la chair de poule. Donc, d'abord, c'était le sentiment, enfin, l'émotion, le sentiment, et ensuite, la réaction corporelle. En fait, c'est le contraire. C'est d'abord la chair de poule, donc c'est à des dixièmes de seconde près, je ne sais pas exactement, mais ça a été montré que c'est d'abord la réaction corporelle et qu'ensuite ça passe par le filtre du système nerveux autonome et qu'en fonction de la régulation de notre système nerveux autonome, ça va déclencher des émotions qui ensuite vont se déclencher en pensées, sentiments, quoi. Et c'est dans ce sens-là. Et après, effectivement, les pensées vont créer des actions et des comportements qui vont... Enfin, tu vois, il y a cette boucle-là. On est bien d'accord qu'ensuite, ça va impacter, que nos pensées peuvent recréer d'autres émotions. C'est vraiment, ça passe par le corps d'abord. Et quand on découvre ça, ça change fondamentalement la vie, parce qu'au lieu d'aller essayer de se triturer le cerveau pour changer ses pensées, on a juste besoin d'aller se mettre en état de sécurité et toutes seules les pensées vont changer. Donc, c'est limite magique, quoi. Oui, effectivement. Puis c'est vrai qu'on voit bien l'intérêt de ça parce on le dit que les enfants ont besoin de se sentir en confiance pour bien apprendre, que s'ils se sentent en sécurité, c'est clair que leurs facultés cognitives vont être complètement embrouillées en fait. Ouais, donc effectivement, oui. On voit bien l'intérêt de ça. Ouais. Et ce que tu disais tout à l'heure sur la CNV, c'était intéressant parce que je me disais effectivement, les personnes qui arrivent à appliquer la CNV, c'est qu'elles arrivent très rapidement à se mettre, je pense, dans un état où effectivement, elles sont dans cette sécurité qui leur permet d'aller vers l'extérieur. Et même Marshall Rosenberg le disait qu'il faut du temps. Il faut parfois du temps parce qu'on a besoin d'aller d'abord, je pense, se mettre dans cet état où on est capable de communiquer avec l'autre. Sinon, en fait, ça reste que des mots, mais qui n'ont pas la substance derrière de cette posture. Exactement. Et c'était l'exemple vraiment de ma directrice qui disait sans s'en rendre compte, en fait, elle dit, mais moi, ça fait plein de fois que je fais cette formation, mais j'y arrive pas. Ça marche pas, quoi. Mais c'était normal qu'elle pouvait pas y arriver parce que c'était quelqu'un qui était constamment en état d'insécurité, qui se sentait constamment menacée par les autres, elle n'était pas sécure. Et donc, quand tu n'es pas sécure, tu peux essayer, enfin, je veux dire, en CNV, on te dit, il y a toute une sorte de protocole, quoi, essayer de savoir ce que pense l'autre, machin, enfin. Mais si toi, tu n'es pas sécure, comme tu dis, tu peux avoir des mots qui, sur le papier, sont sécurisants, mais si c'est dit avec une énergie d'insécurité, mais c'est normal que l'autre en face, je veux dire, c'est comme si tu dis à un enfant, si tu veux rassurer alors que toi, tu es inquiet, si tu veux rassurer ton enfant en disant, non, mais t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ok, super. Là, je suis rassurée, quoi. Tu vois, ça marche pas. Donc, ça va marcher, même des fois, rien que d'être, et on pourra en parler aussi de la co-régulation, même des fois, rien que nous, d'être dans un état de sécurité, on n'a même pas besoin de parler parce qu'on va co-réguler l'autre. C'est les systèmes nerveux autonomes qui vont se co-réguler. On peut réguler les autres, notre entourage, juste par notre état de sécurité. Oui, ça, on le voit avec les tout petits et les bébés qui sentent tellement nos émotions. Mais juste, en fait, pour revenir sur la CNV, l'idée, en fait, c'est vraiment d'aller écouter ce qui se passe. Donc, je pense qu'effectivement, aller écouter ce qui se passe, si on est en mode fuite, en mode sidération, en mode attaque, ça va être plutôt compliqué. Ou, je sais pas, après, je suis pas une spécialiste, donc peut-être que c'est possible, mais je pense que non, en fait. Je pense ou alors, c'est que vraiment, on arrive à faire une sorte de dynamo où on arrive de temps en temps à mettre en pause ce côté attaque pour écouter et après, on peut aller... Oui. Exactement. Mais ce que tu dis, je vais donner un exemple pratico-pratique.
Donc moi, j'ai un fils qui a 11 ans, qui est assez vivant, on va dire, qui m'énerve des fois, je l'adore, hein, mais fatigant des fois. Et quand je sens que je vais m'énerver parce que là, je le supporte plus, ou parce que voilà, j'ai envie. Des fois, je lui dis, c'est pas possible, Maëlle, je vais sortir. Ben, je sors de la maison ou je vais dans une autre pièce et je vais me calmer et je vais respirer. Donc, je vais aller me mettre dans un état corporel de sécurité. Donc, je vais aller me mettre en ventral parce que lui n'a pas à subir le fait que sa maman, elle soit pas en sécurité. C'est pas de sa faute. C'est pas lui. C'est moi qui me laisse mettre en insécurité par lui. C'est pas lui. Tu sais, quand on dit, il y a une phrase aussi. Moi, j'ai changé mon vocabulaire parce que je trouve que le vocabulaire est vraiment très important aussi. J'ai arrêté de dire tu m'énerves. Je dis ce que tu. Enfin, je dis je m'énerve à t'écouter parler là. Tu vois, enfin, c'est pas l'autre qui m'énerve. Parce que si j'étais pas dans le même état, il m'énerverait pas. Donc, je dis plus aux autres tu m'énerves ou je dis plus à mon fils tu m'agaces. Je dis écoute, là, je suis agacée de te voir faire ça. Ça change complètement parce que déjà, on n'est plus dans l'accusation. Donc déjà, c'est pas sa faute à lui. C'est moi qui, là, n'arrive pas à gérer son comportement. Donc quand je sens, et de plus en plus, du coup, j'ai travaillé sur moi aussi et j'applique aussi ça, c'est-à-dire que si je sens que je vais pas être maître de mon comportement ou de mes mots, des fois, je lui dis, écoute, là, on en parle tout à l'heure, là, je reviens, on en parle tout à l'heure, quoi. Et je vais me calmer, quoi. Et je peux faire une petite méditation, une relaxation, une cohérence cardiaque, ça prend 5 minutes. Et je reviens, et bizarrement, déjà, ça change notre réalité parce qu'on ne voit plus les choses de la même façon. On ne voit plus du tout la situation de la même façon. Donc, ce qui veut bien dire que la réalité en elle-même n'existe pas, c'est juste quelle est notre projection d'un événement, en fait. Ce sont des événements. Mais la réalité, suivant les personnes, elle ne va pas être la même. Donc, c'est important aussi d'avoir cette conscience-là. Et là, je sais qu'on a beaucoup d'enseignants, de parents qui nous écoutent, d'enfants aussi peut-être. Des fois aussi, ça, moi, j'avais dit d'ailleurs au tout début, tu vois, où j'essayais de faire ça, des fois de plus m'énerver face à mon fils. Parce que moi, j'étais enseignante, je prenais beaucoup sur moi avec mes élèves, mais c'était mon fils qui a payé le prix le soir. Et on s'était mis un petit code. Je lui ai dit, tu sais, Maë, en fait, ce qu'on va faire, c'est que si tu vois que je m'énerve, bah, on va utiliser un code. Alors, je ne sais plus ce que c'était, parce que ça fait longtemps qu'on ne l'utilise plus, mais c'était peut-être, je ne sais pas, le code rouge ou le code orange, j'en sais rien. Enfin, on utilisait un mot, et où c'était lui aussi, tu vois, qui participait aussi à cette amélioration de la relation. Et là, je disais, ah oui, c'est vrai. Bon, ok, écoute, là. Et puis, des fois, du coup, j'avais même pas besoin de m'isoler, en fait. C'était, ouais, t'as raison. Allez, on rebaisse la tension. Bon, allez, vas-y, parle-moi de ça. Ou dis, tu vois, et c'est hyper important enfin, comment dire, d'impliquer aussi l'enfant, par exemple, dans la relation, en lui montrant bien qu'il n'est pas responsable de la réaction de l'adulte, mais qu'il peut aussi être partenaire de l'adulte et des fois lui dire « Eh oh, là tu t'énerves, est-ce qu'on pourrait… Mais tu vois, juste un code, pas une phrase, enfin pas un truc. Et ça peut être dans le couple aussi. Nous, on l'a fait aussi dans le couple, quand il y en a un des deux qui s'énervait, dire « code rouge !» Ok, d'accord, on fait pause, on se calme et on reprend. Donc cette pause-là, elle est indispensable. Ouais. Puis petit à petit, bah, on n'a plus besoin de la pause, quoi. Oui, non, mais ça, c'est super précieux. Bah, c'est pas pour bien quoi, c'est la CNV exactement, mais je vois bien que ça va. Enfin, ce que tu dis, tu vois, par exemple, dire c'est pas tu m'énerves, ça, c'est la base de la CNV, c'est pas l'autre qui m'énerve, il se passe quelque chose et ça crée quelque chose chez moi. Donc, à partir de là, on peut discuter, quoi. Ouais, ça. Mais quand on comprend biologiquement, si tu veux, en fait, là, c'est une explication biologique de quelque chose qu'on savait déjà. Par exemple, le docteur Stephen Porges, qui est à l'origine de la théorie polyvagale, quand il est en conférence et puis il dit quand je suis en conférence, les gens viennent me voir me dire oh là là, c'est merveilleux tout ce qu'on a appris. Il dit en fait, vous avez juste appris l'explication scientifique de l'intuition. Voilà, comment des choses qu'on savait intuitivement, en fait, on explique biologiquement. Que par exemple, quand tu rentres dans une salle, tu es invité à une soirée, tu rentres dans une salle, puis là, il y a une personne, tu la repères et elle, déjà, tu la sens pas. Tu dis, elle, ça va pas coller, quoi. C'est de l'intuition. Ben, c'est juste parce que les systèmes nerveux autonomes, là, ils ont communiqué qu'il allait y avoir quelque chose qui n'allait pas fonctionner, quoi. C'est de l'intuition, en fait. Et on a l'explication scientifique d'où ça vient. Donc, c'est… Moi, en tant qu'ancienne prof, quand on est prof, je pense que c'est prof un jour, prof toujours, quoi. On a cette envie de transmettre en transmettant
des connaissances pour amener à une prise de conscience et ensuite un changement. S'il n'y a pas de changement sans prise de conscience, il n'y a pas de prise de conscience sans la connaissance. Donc, et après, on peut dire aussi que la prise de conscience arrive avant. Enfin bon. Mais ces 3 éléments sont indispensables. Oui, oui, c'est sûr. Oui, puis c'est toujours intéressant de revenir au corps. Enfin, je crois que c'est quelque chose on a beaucoup, beaucoup laissé de côté, en tout cas dans notre culture française. Ça revient beaucoup au centre quand même dans pas mal d'approches, mais ça reste précieux. Comme tu dis, en plus de donner des codes vraiment concrets avec le côté biologique, ça fait que les personnes un peu sceptiques aussi peuvent se dire, bon, ok, je sais pourquoi, c'est bon. Oui, c'est ça. Voilà. Super. Et alors, du coup, sur cet état de sécurité, donc tout à l'heure, tu parlais de relaxation, cohérence cardiaque. Qu'est-ce qu'on peut donner comme clé, peut-être justement en plus à transmettre aux jeunes sur comment se mettre dans cet état de sécurité? Oui, donc c'est vrai que quand on voit qu'on a ce système nerveux autonome qui passe, ou en tout cas, ce qui est important, c'est quand on se dit, là, je me suis énervée, mais je suis pas bien de m'être énervée, ou là, j'ai pas osé prendre la parole et ça me met pas bien. C'est vraiment, tu vois, quand on est dans des, parce que si à un moment donné, on a besoin d'être plus, il y a des gens qui sont introvertis, mais qui le vivent très très bien. Mais il y a des gens qui sont introvertis ou qui se sentent timides et qui le vivent mal. Donc, c'est là où, en fait, ça va être intéressant d'aller travailler sur, de se remettre en sécurité, de se remettre en état ventral. Alors, il y a plein de choses. Ça va être de stimuler le nerf vague. Alors, déjà, je vous invite tous, si vous avez envie d'en savoir plus, parce que là, je vais lister un certain nombre d'éléments, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous regardez sur Internet stimulation du nerf vague et vous allez avoir plein d'outils, des méditations. Et puis, moi aussi, je vais vous proposer une visualisation que vous allez pouvoir avoir en audio sur votre téléphone, smartphone, tout ça pour vous mettre en ventral. Donc, on peut faire… Alors, le principe, c'est qu'à partir du moment où on fait quelque chose qui nous fait du bien, ça va stimuler le nerf vague. Déjà, ça, c'est le gros truc à retenir. À partir du moment où on fait quelque chose qui nous fait du bien, ça va le stimuler. Donc, en fait… Là, ça va être vraiment différent d'une personne à l'autre. Moi, je vais donner une liste de choses. Il y a peut-être des gens qui, je vais parler du yoga, mais il y a des gens qui vont dire, ah mais moi, je déteste le yoga, ça m'énerve, quoi. Stimuler le nerf vague, c'est ça en fait, se mettre en sécurité, c'est ça. Juste parce que tout à l'heure, tu disais… Oui, ouais. En fait, de stimuler le nerf vague, ça va permettre de réguler son système nerveux autonome. Parce que le système nerveux autonome, c'est le nerf vague et le nerf sympathique. Et donc, si tu veux, le nerf vague, il a ce côté, effectivement, je ne l'ai pas dit, le nerf vague, il a le côté ventral et le côté dorsal. Et donc, il y en a un qui va agir sur le ventral, un qui va agir sur le dorsal. Et le sympathique, qui est un autre nerf du système nerveux autonome, il va agir sur combat ou fuite, quoi. Mais pour que tout ça fonctionne bien, corporellement, on peut agir pour que notre système nerveux autonome se mette à bien fonctionner, qu'il soit plus dysfonctionnel, mais qu'il fonctionne correctement. Ça passe par la stimulation du nerf vague. Et en stimulant le nerf vague, on va réguler le système nerveux autonome. Donc, ça ne se fait pas en une fois. Il faut faire ces choses-là de manière répétée. En gros, le mettre un peu comme une hygiène de vie, comme quelqu'un qui se dit, ben moi, tous les matins, je fais 5 minutes de relaxation, je fais 5 minutes de cohérence cardiaque. Voilà. Donc, je vais donner un certain nombre d'éléments et les gens pourront choisir. L'idée, c'est de l'utiliser soit un petit peu tous les jours, pour entraîner ce nerf vague et puis après de l'utiliser ponctuellement. Et je vais prendre un exemple aussi, moi, qui s'est passé pour moi. Donc, ça peut être du yoga, de la méditation, de la cohérence cardiaque. Alors, la cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est? C'est une manière de respirer où on inspire sur 5 temps, on expire sur 5 temps. On fait ça pendant 5 minutes. Il y a des applications sur smartphone qui le font. C'est les termes de, je ne sais plus trop quoi. Je pourrais donner les références. Mais sinon, on met sur Internet application cohérence cardiaque et on a des petites applications gratuites ou très peu chères, je ne sais plus, où il y a une bulle qui monte pendant 5 secondes et la bulle qui descend pendant 5 secondes. C'est vraiment important de suivre la bulle sans compter. Parce que si on compte, on fait agir le mental. Alors, ce qu'on veut, c'est déconnecter le mental et juste faire agir le corps. Donc, moi, j'avais une cliente en coaching. Un jour, je lui disais, voilà, est-ce que tu fais de la cohérence cardiaque? Elle me fait, oui, mais ça ne marche pas trop. Je lui dis, tu fais comment ta cohérence cardiaque? Je lui fais, tu comptes? Elle me fait, oui. Bah, je lui dis, c'est ça, en fait. Arrête de compter. Et effectivement, elle s'est mise à le faire juste en suivant visuellement la bulle ou alors avec les oreillettes et il y a la petite musique qui fait cling quand on est au sein, qui fait cling quand on est… voilà. Et ça, pendant 5 minutes, ça permet de se calmer, ça permet de retrouver de la sérénité et on peut l'utiliser ponctuellement, par exemple, juste avant un examen.
pour les jeunes là qui nous écoutent. Ça peut être juste avant, voilà, un exposé à l'oral, juste avant un contrôle. Moi, je l'ai fait à un moment donné, j'étais en balade et il a fallu passer dans un tunnel. C'était une ancienne ligne de chemin de fer, donc on était à pied, un tunnel, et en fait, les lumières étaient éteintes dedans. Et j'ai commencé à rentrer dedans, puis d'un coup, c'était tout noir. J'étais avec mon conjoint et j'ai paniqué, en fait. Je lui ai dit, je peux pas aller plus loin, c'est trop noir, je peux pas aller plus loin. On a fait demi-tour, on a fait le tour de la balade, et puis après, on a pris dans l'autre sens. Et là, je dis, ah, putain, il faut encore faire le détour. Et j'ai dit à Pascal, je lui ai dit, attends, tu me laisses 5 minutes. J'ai pris mon application, je fais la cohérence cardiaque. Au bout de 5 minutes, j'étais apaisée et je suis rentrée. Et on a traversé et sans aucun souci. Donc vraiment, ça peut être utilisé juste avant quelque chose pour remettre le corps en sécurité. Bien sûr, plus on l'aura fait avant et plus on aura fait d'autres exercices, plus l'effet va être cumulatif, quoi. C'est-à-dire que si vous vous dites, pour la première fois de ma vie, je vais utiliser la cohérence cardiaque juste avant un examen, que vous dites, ah bah ça n'a pas marché, bah oui, peut-être parce que ça ne marche pas forcément du premier coup, quoi. Donc, il y a ça. Il y a des exercices corporels, de détente du nerf vague. Il y a la douche froide. Donc, tout ce qui s'appelle les approches Wim Hof, avec les bains glacés ou les douches froides. De la musique qui vous fait du bien. Peu importe la musique, hein, là, voilà, moi j'ai ma playlist sur mon téléphone, musique good vibes. Donc, quand j'ai besoin de me remettre en sécurité, j'ai de la musique. Il y a des visualisations. Et vraiment tout ce qui vous fait du bien. Et si aller marcher en forêt, ça vous fait du bien, utilisez ça. Si regarder un film comique, ça vous fait du bien. Si regarder des sketchs sur YouTube ou je ne sais où, ça vous fait du bien. En fait, tout ce qui fait du bien va stimuler le nerf vague. Donc, ça va passer par les 5 sens, en fait. La musique avec l'audition, la visualisation, voilà, tout ça. Et puis, quelque chose qui fait beaucoup de bien aussi, j'ai évoqué la corégulation tout à l'heure, c'est qu'au départ, quand on a besoin de rééduquer son système nerveux autonome, c'est qu'on est souvent une personne qui répond aux stimulations extérieures et qui, quand quelqu'un nous énerve, va vite réagir, va vite se sentir agressé, va vite se sentir jugé. Au départ, c'est important de couper au maximum des relations qui nous sont toxiques. Voilà. De couper au maximum parce qu'on a besoin de se remettre en état de sécurité. Donc, on a besoin de ne pas être stimulé d'une manière qui serait pas positif pour nous. Je dis bien au départ. Parce qu'ensuite, quand notre système nerveux est rééduqué, pareil, les informations anxiogènes, quoi. Donc, quand on voit qu'on a un système nerveux qui va réagir à tout, qui tout de suite nous inquiète, nous angoisse, tout ça, on se coupe, honnêtement, s'il y a une guerre nucléaire, on sera au courant de toute façon. Hein. Donc, il n'y a pas besoin d'écouter les informations 10 fois par jour pour savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si on sent que tout ça nous met pas bien, on coupe les informations et on ne garde que ce qui nous fait du bien. Donc, on peut se faire des playlists, voilà, de sketchs, de gens aussi qu'on peut suivre sur les réseaux où on sait qu'eux, à chaque fois, ils vont nous faire rire, tout ça. Pareil pour la télévision, tout ça, on se coupe de... L'idée, c'est pas de se dire tout va bien dans le meilleur des mondes. Hein. C'est juste d'apprendre à retrouver cet état de sécurité. Et puis, une fois qu'on a retrouvé cet état de sécurité, je dis bien retrouver parce qu'au tout départ, quand on l'a, l'état de sécurité. Même si, et je fais juste 2 secondes aparté, même s'il y a des mémoires transgénérationnelles qui sont dans notre corps et qui font que des fois, on porte des traumatismes. Ça a été prouvé scientifiquement aussi, hein, donc c'est pas du truc perché, hein, mais ça a été prouvé scientifiquement que ça peut remonter jusqu'à 3 générations. Donc des parents, des grands-parents, arrière-grands-parents qui ont vécu des traumatismes, la guerre, tout ça, on peut porter en nous certains traumatismes. Donc, mais je ne vais pas rentrer dans la psychogénéalogie parce que je ne suis pas formée pour, donc je ne pourrais pas aller plus loin que ça. Mais en tout cas, transitoirement, de travailler cet état corporel. Et puis ensuite, on peut aller se refrotter, j'ai envie de dire, entre guillemets, aux personnes qui peuvent être plus ou moins négatives pour nous, mais on verra qu'en fait, finalement, on se dira « Oh, c'est bizarre, ça ne me fait plus rien. » Ah c'est bizarre, je me sens plus agressée. Ah c'est bizarre, j'ai plus envie de lui rentrer dedans. Ah c'est bizarre. C'est juste parce que, je le disais tout à l'heure, l'événement reste le même. C'est juste que notre réalité, la façon dont on vivait cette réalité, a changé.
Mais pendant qu'on est en train de réguler son système nerveux autonome, on peut utiliser la co-régulation positive, c'est-à-dire qu'on va aller fréquenter des gens qui nous font du bien. Et fréquenter des gens, ça peut être réellement, enfin, je veux dire physiquement, des gens dans notre entourage ou virtuellement. On peut aller se faire des échanges Zoom, voilà, avec des personnes qui nous font du bien. Moi, j'ai plein d'amis au Québec. Enfin, nous, on est toutes les deux, on n'est pas dans le même pays. Ça n'empêche pas qu'on peut échanger. Et voilà, c'est d'aller utiliser cette co-régulation que les autres, sans le savoir, en fait, ils vont nous faire du bien. Et du coup, nous aussi, sans le savoir, on peut aussi leur faire du bien. C'est la co-régulation. C'est ce qui se passe, tu le vois au niveau des mammifères, des animaux, quand ils vivent en meute ou en troupeau, quand il y a un danger qui est perçu par un animal, même si l'animal qui a perçu le danger, il n'a pas encore bougé, il n'a pas encore manifesté, en fait, tous les autres le ressentent, quoi. Et c'est la co-régulation des systèmes nerveux autonomes. Donc, c'est aussi prouvé scientifiquement. C'est pas du... Voilà. Est-ce que ça... Voilà, c'est quelques exemples de manière de réguler, mais vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de ressources sur Internet. Une fois qu'on sait que ça, c'est important de stimuler le nerf vague, on trouve plein de ressources sur le web à ce sujet. Cette notion de co-régulation, je la trouve super précieuse et tu vois, c'est rigolo parce que moi, j'ai beaucoup lu Maria Montessori, ses bouquins. Et tu vois, à chaque fois, je retrouve des personnes qui apportent des nouvelles approches. Je me dis, elle avait quand même eu des intuitions de beaucoup de choses parce qu'elle le disait, par exemple, que l'attitude... l'état d'esprit, mais je pense que elle n'utilisait pas le terme d'état d'esprit, c'est vraiment la posture intérieure de l'enseignant. Elle appelle pas ça un enseignant non plus, mais enfin de la personne qui s'occupe des enfants, et est super précieux. Et bah toi, tu as dû lire Maria Montessori aussi, et tu te dis, bah oui, en fait, c'était tellement ça, en fait. Et moi, je trouve ça génial que de te dire qu'en tant que parent ou en tant qu'enseignant, rien qu'en étant toi-même dans cet état qu'on peut appeler de sécurité si on suit ce que tu dis, mais de confiance, de sérénité, en étant souriant, déjà, pour moi, on apporte vraiment 90% de ce que l'enfant a besoin de recevoir. Et je trouve ça juste magique, en fait. Enfin, tu vois. C'est ça. Et du coup, ça simplifie l'éducation parce qu'en fait, on ne demande pas aux parents d'avoir des connaissances éducatives, d'avoir des ressources éducatives, on ne demande rien de ça aux parents et même aux enseignants, j'ai envie de dire. La seule chose qui est importante, c'est chacun, adulte, prenez soin de vous. Prenez soin de votre état corporel. Prenez soin de votre propre sécurité. Vous n'avez pas besoin d'en faire plus. Vous avez juste besoin, vous, d'être bien, d'être heureux, d'être sécure. Et en étant sécure, en étant dans cet état ventral, sans rien dire, vous allez générer chez l'autre de la sécurité. Pourquoi il y a des gens, je veux dire, tu as dû le vivre, les gens qui nous écoutent ont dû le vivre aussi, il y a des gens avec qui on est, ils ont besoin de rien dire, on se sent bien avec eux. Et ils n'ont pas des grands discours, ou ils n'ont pas des grandes notions à nous partager, juste, on le ressent, on se sent bien avec eux, on est bien avec eux. Ben, en tant que parents, ce qu'on peut transmettre à nos enfants, c'est juste que nos enfants, ils se sentent bien avec nous et qu'ils se sentent bien eux-mêmes, parce que quand on se sent bien, on peut tout faire dans la vie, en fait. Parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, on va trouver une solution. Oui, on a cette confiance et donc cette pleine confiance. Mais oui, et la confiance en soi, elle part de là, en fait. C'est pas dans le mental. Moi, j'entends beaucoup de coachs encore, et je leur jette pas la pierre parce que moi, je pensais la même chose il y a 3 ans. Mais j'entends beaucoup de coachs encore qui disent « Changez vos pensées, travaillez vos pensées. » Mais oui, mais ça va être que 5%. Mais alors, néanmoins, quand même, je me pose la question, puisque tu dis que donc notre système, il est influencé par ces traumas qu'on a pu vivre, et que donc plus on en a vécu, plus notre système, il est comme dérégulé, en fait, en quelque sorte. Donc, malgré tout, est-ce que d'aller peut-être libérer des traumas, il y a plein de méthodes d'aller, tu vois, justement, réexpérimenter quelque chose, peut-être vivre l'émotion et puis vivre cette catharsis. Est-ce que ça, quand même, c'est nécessaire? Enfin, peut-être que ça peut aider. Alors voilà, je ne suis pas rentrée après dans ce détail-là, mais effectivement, ça veut dire qu'il y a des tas de méthodes,
de libération des traumatismes. Donc, il y a plein de méthodes techniques de libération émotionnelle, il y a l'EFT, il y a aussi des méthodes qui sont vraiment en lien avec la théorie polyvagale, avec alors là, après, c'est des thérapeutes, hein, vraiment. Donc, il y a des techniques manuelles de libération, effectivement, des traumatismes. Par exemple, on le voit chez les mammifères. En fait, les mammifères, eux, n'ont pas ils n'ancrent pas les traumatismes dans leur corps, parce que après le traumatisme, en fait, par exemple, je sais que j'avais vu une vidéo d'un impala qui était poursuivi par je ne sais plus quel prédateur, et tout d'un coup, on voit l'animal qui se fige, sidération, donc qui fait le mort. Comme le prédateur n'était pas un charognard, il ne s'occupe pas de la bête parce qu'il pense qu'elle est morte, il s'en va. Et là, on voit l'animal qui a failli être agressé se lever, tu vois, sortir de son état de sidération et trembler, et après repartir comme si de rien n'était. En fait, ce qui vient de se passer, c'est que l'animal vient de libérer le traumatisme, de libérer corporellement le traumatisme qui s'était ancré dans son corps. Donc, en fait, l'animal, il continue sa vie sans traumatisme. Alors que nous, et là, c'est important aussi de le dire pour tous les adultes qui nous écoutent et aussi pour les jeunes, si vous vivez quelque chose, que vous avez envie de pleurer, que vous sentez votre corps qui tremble, surtout, contrairement à ce qu'on nous répète depuis qu'on est enfant, ne pleure pas, ne tremble pas, sois fort, pleurez, tremblez. Parce que le corps est en train d'évacuer le traumatisme. Et si vous empêchez ces tremblements, si vous empêchez ces pleurs, vous l'ancrez corporellement. Et on a quasiment tous été éduqués, hein, ne pleure pas, c'est pas grave, t'as pas mal. Ben, si, pleure. C'est pas la peine de dire c'est grave, mais pleure, vas-y, libère. Donc ça, on peut le faire quand on est enfant ou adulte, mais il y a aussi, quand il y a des choses ancrées corporellement, oui, il y a des techniques, des thérapies de libération des traumas qui passent par le défigement des fascias. Ouais. Donc ça, c'est pareil. Vous avez des thérapeutes, il suffit de chercher, si vous êtes concerné, il suffit de chercher sur Internet, libération des traumatismes. Ouais. Il y avait un thérapeute qui disait que que j'avais rencontré, qui disait que si quelqu'un se fait agresser ou vit une expérience difficile, en fait, ce qu'il faut faire, c'est la prendre dans les bras tout de suite. Il disait ça permet justement d'éviter qu'en fait, ça s'enquiste dans le corps. Donc peut-être que c'est cette co-régulation, peut-être que ça donne l'autorisation à l'autre, effectivement, de pleurer. Et puis il y a beaucoup de... Ça me fait penser à une autre intervenante qui disait que dans la tribu des Dagara, une fois par an, tu pleures. Tu viens porter et tu pleures toutes les larmes de ton corps et t'évacues. Et je trouve ça, tu vois, finalement, c'est comme un peu faire le ménage une fois par an de tous ces traumas. Et puis, Ouais, c'est important parce que, tu vois, par exemple, beaucoup chez les hommes, on va leur dire, tu dois pas pleurer, quoi. Et il y a beaucoup de traumatismes qui s'ancrent aussi. Et après, on voit aussi, tu vois, de l'agressivité ou des choses chez les humains qui s'expliquent, en fait. Oui. Ou si c'est pas naturel, peut-être que d'aller courir, peut-être, ou d'aller taper dans un sac de sable, peut-être que c'est... L'important, finalement, c'est que ça sorte corporellement, j'imagine. Oui, mais il y a même des techniques qu'on peut utiliser, qu'on peut faire tout seul, pour arriver à faire trembler notre corps, en fait. Donc là, c'est pareil. Il y a aussi, ça peut être fait avec un thérapeute, mais il y a aussi des postures à avoir pour faire trembler son corps et pour libérer effectivement des traumas. Donc il y a des choses à faire, quoi. Alors en Europe. Alors, cette théorie-là, elle est connue depuis assez longtemps aux États-Unis. En Europe, en Europe, elle arrive maintenant, mais c'est pas des choses. En fait, c'est des choses qu'on découvre en France, mais c'est pas des choses nouvelles, la théorie polyvagale. Je trouve que ça fait 40 ans que ça a été découvert, donc bon, on est un peu en retard. Oui, c'est pas très nouveau. Oui, bon, en tout cas, c'est sympa que. Puis ça recoupe beaucoup de choses, donc ça fait que c'est pas quelque chose qui oblige à se déporter de ce qu'on pensait jusqu'à maintenant, au final. Oui. Même si l'explication est surprenante, mais ça recoupe beaucoup de choses. Ouais, c'est génial. Bon, bah, super. Puis en plus, ça donne plein de pistes de choses à faire avec les enfants, de les accompagner à vivre leurs émotions quand ils ont besoin de les vivre, à avoir cette petite hygiène quotidienne, comme tu disais, de se faire du bien. C'est génial, super. Bah, merci beaucoup, Virginie.